Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 21 décembre 2017, Chantal Lavoie vous invite à joindre l'équipe de bénévoles si précieux pour l'événement Le Relais pour la vie. Elle poursuit en dénonçant l'abolition de l'unique poste de journaliste de Rouge FM à Amqui. Pascal Bérubé poursuit dans le même sens en rappelant qu'un poste de journaliste est essentiel pour une station de radio crédible avant de continuer avec le bilan de sa dernière session parlementaire et de nous présenter officiellement son attaché politique. Guylain Raymond vous invite à l'événement Chasse aux maniaques qui aura lieu la veille de notre vin et fromage. Toujours à Cause-Abscale, Francis Pelletier rencontre le nouveau maire de cette ville. Hélène Arbour vous suggère d'inviter votre entourage au resto pour le financement de la corderie. Et finalement, Marjolaine Jean vous présente le nouveau lieu d'adoration en l'église d'Amqui. Chantal Lavoie a accepté encore cette année la présidence d'honneur du Relais pour la vie et elle vous invite à faire de même pour d'autres postes très importants pour le bon fonctionnement de l'événement. Chantal, tu as décidé de t'impliquer pour le Relais pour la vie. Dis-moi, là, je pense que vous êtes vraiment à la recherche de bénévoles. Bien, chaque année, on a un comité organisateur, c'est une grosse journée, mais on a besoin de bénévoles pour la journée. Notre équipe triple quasiment cette journée-là, puis même plus. Mais pour tout durant l'année au complet, on fait la préparation, et on a besoin d'un comité organisateur avec différents comités. Le comité global se réunit aux 2-3 mois, dépendamment, là, plus l'activité avance, plus on se rencontre. Mais c'est vraiment pour que chacun puisse faire un topo de où il est rendu, puis de connecter tous les comités ensemble. Et oui, j'ai accepté encore pour une 4e année la présidence d'honneur du projet. C'est pas un poste à vie, là, mais c'est une implication qui me vient me toucher beaucoup, qui vient me chercher beaucoup. Donc, je me fais pas tordre les bras beaucoup là, quand c'est le temps de le faire. C'est une équipe formidable. C'est des gens qui se donnent tellement. C'est tellement plaisant de travailler avec eux. Et effectivement, à chaque année, ben, on a des gens qui quittent. On a des gens qui prennent d'autres obligations, souvent qui nous disent ben, « je suis prêt à en faire encore l'an prochain, mais un peu moins de responsabilité. » Donc, on est en train de chercher plus nos poteaux, je dirais, les gens qui vont plus prendre en charge le comité. Mais on ne les laisse jamais seuls. On est là en accompagnement, le grand comité aussi, leur donner un coup de pouce et tout ça. On a une supervision qui vient aussi de la Société canadienne du cancer, là, qui est postée plus à Rimouski. On a une permanence là, qui nous accompagne là-dedans. On a des beaux outils, on a plein d'outils aussi qui sont fournis. Fait que c'est sûr que, oui, c'est une tâche qui est demandante, mais en même temps, la cause est tellement louable, la cause est tellement belle. On y croit tous ensemble. Il y a une dynamique qui est là. Fait que c'est sûr que c'est une belle expérience. Et oui, on est en train de faire la recherche de bénévoles. On est en recrutement. Je dirais qu'on mise là-dessus beaucoup pour pouvoir justement mettre notre comité en place puis commencer là, à préparer l'édition qui aura lieu le 16 juin cette année. C'est un bel événement. Je pense que c'est le fun. Fait que s'il y a des gens intéressés, ben on va mettre les coordonnées ici, là, hein, et vous allez pouvoir communiquer aux gens. Puis avec les informations, les gens vont pouvoir communiquer avec nous pour s'impliquer. Mais parle-moi justement de l'implication. Ça ressemble à quoi les postes qu'il y a occupés? Oui, bien, il y a différents postes. On y va avec les affinités de la personne, avec son goût aussi. Il y en a des fois qui ont des intérêts dans le marketing, dans les finances, dans les communications ou le recrutement d'équipes, la vente de luminaires. Mais des fois, il y a des gens complètement qui n'ont jamais fait ça puis qui ont le goût de relever ce défi-là et de le faire. Fait que, comme je l'ai dit, c'est jamais laissé comme ça. On a des gens, puis il y en a qui sont là depuis 4 ans. On sait que l'activité se fait sur le territoire depuis 4 ans. Donc, il y a des gens qui sont là depuis le début, qui étaient même impliqués dans d'autres relais auparavant, avant la Matapédia. Donc, il y a des gens d'expérience, il y a des gens qui sont là pour faciliter tout ça. Fait que l'implication, ça peut, dépendamment du comité, dépendamment de ce que le comité va choisir de faire, parce qu'on a des balises, on a des règles un peu à suivre. Par contre, on a beaucoup de latitude aussi. Fait que le relais Matapédia, c'est pas le même relais que celui de la Matanie ou de Rimouski. Par contre, il y a une base qui est là pour qu'un relais reste un relais aussi, mais il y a de la latitude. Et c'est ça.
On peut impliquer nos gens. Il y a des gens qui veulent s'inscrire, qui vous disent, moi, je suis prêt à vous donner la journée, je suis prêt à vous donner tant d'heures par semaine, tant d'heures par mois. On y va vraiment avec la disponibilité des gens. Évidemment, le recrutement qu'on fait actuellement, c'est plus pour de l'implication un petit peu plus, je dirais, plus intense, un petit peu, là, des poteaux que je disais tantôt, donc des gens qui vont prendre en charge des comités. Le comité communication, c'est tous les communiqués à faire sur le territoire, les liens à faire avec les médias, avec les équipes aussi, des choses comme ça. Et justement, là, présentement, on le relève, là, on n'a pas personne aux communications, mais le comité ensemble, on fait l'effort de tout le monde mis ensemble. On a quelqu'un là, qui a fait une vidéo promotionnelle pour inviter les équipes à s'inscrire, des affiches et tout ça. Ouais, c'est intéressant, la formule VIP. Hein? Exactement. Bien, ça revient chaque année. Et là, c'est quand une équipe s'inscrit avant le 31 janvier. Cette année, c'est le 31 janvier 2018. Une équipe qui s'inscrit pour le relais sur la page de la Société canadienne du cancer ou toutes les références sont sur la page Facebook aussi du relais pour la vie de la Matapédia. Donc, ils ont une possibilité de participer à un tirage au niveau de tous les relais pour la vie. Là, il y a un tirage qui est fait, c'est un voyage. Donc, ça, oui, mais localement, donc pour le relais Matapédia, nous, on a décidé de faire des petites choses particulières pour nos gens qui se seront inscrits, puis on va faire au hasard, on va choisir parmi les équipes inscrites avant le 31 janvier 2018, cette équipe-là qui va avoir, entre autres, on parlait d'un chandail d'équipe qui va être fait avec leur nom d'équipe, puis qui va être fait par l'organisation, un emplacement particulier sur le site pour avec les nourriture fournie. Oui, le repas du soir leur est fourni gratuitement. Puis même, les autres années, on allait même le livrer à leur emplacement. Fait que c'est des petites attentions comme ça qu'on offre particulièrement à cette équipe-là parce que justement, ça donne un air d'aller à l'ensemble sur notre territoire. Le fait de s'inscrire avant le 31 janvier, pour nous, c'est plus facile aussi d'organiser tout ça. Mais les équipes s'inscrivent après, on les prend pareil. Mais c'est juste pour l'organisation, c'est toujours plus facile. Fait qu'effectivement, on est là-dedans. Donc, ça donne un petit peu une idée. C'est sûr que les gens, des fois, qui veulent s'impliquer, qui ont moins de temps, on les prend pareil, on leur trouve une petite place. C'est une grosse organisation. En équipe, ça va super bien, c'est vraiment plaisant. Puis depuis 3 ans, on a eu une équipe formidable, des gens qui se donnent, tu vois que la cause est là, puis que ces gens-là travaillent pour la cause, pas pour eux, puis ils travaillent pour les gens qu'ils aiment, des gens qu'ils ont perdus, des gens qui se sont battus, des gens qui se battent encore ou des gens qui s'en sont sortis, puis qui ont dit, moi, ça a eu une importance dans ma vie, j'ai eu besoin de soutien, puis je suis capable d'en donner du soutien aux autres aussi. Oui, justement, les retombées qui sont dans la Matapédia, c'est important, la Société canadienne du cancer. Bien, le relais pour la vie, spécifiquement, il y a plusieurs activités pour le cancer, on entend beaucoup. Le relais pour la vie, spécifiquement, c'est de l'aide qui est donnée pour la recherche. Pour la recherche. Il y a d'autres choses qui se font, mais principalement, là, je le dis, c'est principalement pour de la recherche, pour établir des causes, pour établir de la médicament, des traitements, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment pour ça spécifiquement. Plus spécifiquement, je dis pas que c'est que ça, mais c'est important. La recherche, c'est ce qui fait que on découvre des nouvelles façons de faire, on découvre on sait qu'il y a des cancers qui sont plus faciles à traiter que d'autres. On sait que dans Matapédia aussi, on a une équipe d'oncologie. Donc, ils se sentent soutenus, je pense, par le travail qu'on fait. Mais je vous dirais qu'on a toujours dépassé beaucoup. On a toujours eu des beaux objectifs, puis les gens ont toujours été présents. Mais si les gens n'ont pas le temps ou n'ont pas l'énergie, on peut comprendre aussi. Donc, on attend leur don. Oui. Il y a toujours une façon de s'impliquer. Alors, merci beaucoup, Chantal, pour ton implication à toi. Merci. Dans un tout autre ordre d'idée, comme même le Journal de Québec en a parlé, nous avons poursuivi la conversation à propos de l'abolition du poste de journaliste de Rouge FM à Amqui. Chantal, dernièrement, à Rouge FM, il y a eu un retrait du journaliste qui était en poste. Dis-moi, pourquoi vous avez décidé d'apporter une motion pour ça? Bon, au niveau de la MRC, évidemment, on a fait une sortie, on a fait un communiqué de presse, mais on a fait aussi une résolution qui a été déposée à Bell Media. On sait que Rouge FM est une propriété de Bell Media. Donc, on a eu de la difficulté à avoir l'information.
On a essayé de les contacter pour avoir de certaines réponses à des questions. On a réussi, là, tout dernièrement, je les rencontre là, sous peu, là, dans quelques jours, là, pour discuter de la question. Évidemment, pour la Matapédia, on sait que les médias, on n'en a pas beaucoup. Ceux qu'on en a, on y tient beaucoup. Nos journalistes, peut-être que dans certaines régions, certaines villes, comme m'a dit une journaliste du Journal du Québec, ils ne comprennent pas que les élus tiennent autant leurs journalistes. Il paraît qu'il y a des mauvais journalistes ou des méchants, mais chez nous, on n'a pas ça. Puis pour moi, pour la MRC, l'important, c'est beaucoup de transmettre l'information. Des fois, il y a des sujets qu'on aime moins entendre parler, mais c'est important d'en parler. Il y a des sujets qu'on veut justement utiliser les médias pour en parler. C'est important parce que on a des conseils municipaux dans nos municipalités, on a des rencontres de MRC aussi. Les gens, là, ça ne se déplace pas en foule pour venir nous rencontrer, venir prendre connaissance des dossiers. Donc, vous et d'autres médias de la région, on en a 3 là, qui faisaient de l'information plus locale. C'est important pour nous, c'est important pour nos citoyens qui reçoivent cette information-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision de manifester notre désaccord avec cette décision-là. On sait que dans la Matapédia, il y a 3 journalistes. Il y a vous qui êtes présents. On sait que pendant l'été, il y a une période de fermeture. Il y a l'avant-poste et depuis à peu près 1 an et demi où à peu près le poste est vacant, on a une couverture quand même qui vient de Rimouski. Ce qui est plaisant, c'est que c'est le journaliste qui était ici avant, donc une bonne connaissance du milieu des organisations, mais ça peut changer rapidement. Et Rouge, avec l'annonce de Rouge, parce que c'est un autre poste là, qui cette fois-ci est aboli. Donc, ça veut dire qu'on aurait 2 journalistes dans le milieu. Et pour nous, c'est inacceptable. Pour nous, c'est aussi un manque de... Je ne sais pas comment dire, j'ose pas aller jusqu'à dire un manque de respect, mais pas loin de ça, c'est un manque de connaissance de nos milieux, je ne sais pas exactement comment le dire, là, comme leur intention est probablement pas celle-là, mais je parle pour nous. C'est comme ça un peu qu'on se sent pris en otage. On se sent un peu dépendant de grosses firmes ou de grosses entreprises au détriment de nos petites régions, de nos collectivités qui sont dynamiques, vivantes, où on a besoin de démontrer ça aussi. Pour écouter les nouvelles nationales, écouter les nouvelles à 6 heures là, ou à 6h15 ou peu importe, mais le soir, on ne parle pas beaucoup de nos régions. Tu as le téléjournal région, là, c'est 1 ou 2 nouvelles. Exactement, puis il faut vraiment que tu rentres, faut que ce soit vraiment exceptionnel, presque, là. Fait que c'est un peu tout ça. Pas que les journalistes qui viennent de l'extérieur ne sont pas capables de faire un bon travail, mais on dit qu'il n'y a pas l'énergie ou il n'y a pas la connaissance fin du milieu. Il n'y a pas cette reconnaissance des gens. C'est pas la même façon d'aborder l'information, la question. Et pour nous, c'est ça qui est important aussi. Fait que c'est pour ça qu'on a pris position et c'est pour ça que, pour nous, c'est pas acceptable, cette situation-là. On est en train de réfléchir, on est en train de regarder ça. Moi, je veux pas que nos médias, puis là, je parle at large, les médias plus que juste local, mais des alentours, Radio-Canada, TVA, Rouge FM, peu importe le nommer, le poste de radio que vous voulez, Énergie ou peu importe, on veut pas que ça devienne des diffuseurs de communiqués. On veut qu'il y ait une interaction, on veut qu'il y ait à la rencontre des citoyens, on veut qu'il puisse y avoir cette interaction-là entre le milieu, entre les élus, entre les décideurs. Donc, ça passe par des journalistes. Donc, comment allez-vous approcher Bell Media quand vous allez les rencontrer? Bien, c'est eux qui ont... Nous, on a posé des questions. Moi, j'attends toujours des réponses. Je veux parler pour ma part parce que la rencontre, je ne serai pas seule. Ils ont invité d'autres intervenants qui ont aussi manifesté leur désaccord à cette décision-là. Moi, mes questions, c'est simplement, je veux savoir c'est quoi leur plan de match, c'est quoi quelle intention ils ont envers la station. Et je veux savoir si c'est une décision temporaire, permanente. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour renverser cette décision-là? Je veux essayer de comprendre aussi pourquoi la station ici. Vous savez, là, 2 ans,
jour pour jour, à la décision du retrait du journaliste, on abolissait le poste de direction de la station. Fait que là, on est en droit, je pense, de questionner justement qu'est-ce qui est visé comme avenir pour cette station-là. Puis je pense que c'est dans notre rôle aussi de le faire et de voir, puis après ça, analyser ça, de voir avec les gens sur le terrain aussi, nos entreprises, nos organisations et tout ça, quel plan de match, nous, on établira suite à cette rencontre-là. Alors, on va suivre le dossier. Merci beaucoup. Merci à vous. Pascal Bérubé a également pris position à ce sujet. L'abolition du poste de journaliste à Rouge FM, ça aussi, c'est encore, je dirais, quelqu'un à l'extérieur qui nous dirige, qui décide pour nous. Bon, alors, cette station-là, elle n'est pas ordinaire. Hein? Elle s'appelle CFVM. C'est les lettres d'appel de la station. Elle a été créée au début des années 80. Et elle a fait partie, je dirais, de tous les mouvements populaires de la Matapédia. Elle a même déjà été occupée par des manifestants qui ont pris le contrôle des ondes. À l'époque, on voulait une papeterie dans la Matapédia. Puis elle a eu différents propriétaires avec le temps, mais ça a toujours été une radio au centre de notre vie collective dans la Matapédia. Et là arrive Rouge FM, mais Rouge FM, c'est Bell Media. Et Bell Media procède à des compressions. Puis Bell Media, c'est une entreprise qui est gérée à partir de Toronto, qui n'a pas beaucoup de sensibilité québécoise. Premier geste qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé le poste de directeur d'André Aymon. Grande perte. André Aymon, là, c'était quelqu'un de fantastique qui maintenant dirige les 2 stations privées de Matane. Alors, il est toujours dans la Matapédia impliqué, mais il travaille à Matane. C'était une grave erreur de le congédier. Très bon coup pour Matane, grave erreur pour Bell Media. Et là, j'apprends que le poste de journaliste, l'unique poste de journaliste est coupé. C'est inacceptable. On ne peut pas vivre avec une station de radio qui ne fait que nous relayer de l'information qui provient de Rimouski, où les journalistes qui sont très compétents avec qui je travaille ne seront pas sur place dans les points de presse, avec des émissions réseau qui nous parlent de Montréal. C'est pas ça qu'on veut dans la Matapédia. Alors, je vais rencontrer un des dirigeants de Bell en compagnie de la préfet, Mme Lavoie, et du maire d'Amqui, M. Damour. Puis on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Mais on n'est pas de bonne humeur, on est même furieux, on n'accepte pas ça, et on va vouloir qu'ils rétablissent le poste. Et s'ils ne rétablissent pas le poste, je suis aussi direct que de vous dire qu'ils vendent la station. Qu'ils vendent la station à un nouveau propriétaire qui, lui, aura le souci de bien informer les Matapésiens et Matapésiennes. Je pense qu'il faut avoir des opinions très tranchées sur ce genre d'enjeu. Et moi, le message, je l'ai dit pour l'avant-poste. Je le dis également pour la télé de la Matapédia. S'ils ne veulent pas conserver de journalistes sur place, qu'on vende la station à un propriétaire qui nous donnera l'assurance qu'on sera couvert localement. L'avant-poste, je pourrais en parler également. On attend un nouveau propriétaire. Puis là, on est bien couvert à partir de Jean-Philippe Langlais, mais qui habite à Rimouski maintenant, puis qui en a déjà beaucoup à faire. Alors, heureusement que vous êtes là, vous, pour bien informer les Matapésiens et Matapésiennes. Malheureusement, pas l'été. Mais... Oui, bien ça, c'est un autre enjeu. Mais on améliore tout le temps, je dirais, cette station, qui aussi est une initiative citoyenne, il faut le savoir à l'origine. Et vous avez amélioré notamment vos caméras cette année. Là. Je regarde la caméra, j'ai contribué, j'ai beaucoup plaidé pour que ça arrive. Donc, il y a une meilleure qualité d'image. Ça ne veut pas dire qu'on est plus beau pour autant. L'important, c'est d'être d'être authentique et de dire des choses qui ont du sens. Mais c'est un miroir de la Matapédia. C'est important. Puis idéalement, vous seriez là à l'année. Ça, c'est un autre enjeu. D'ailleurs, j'entendais cette semaine, le gouvernement du Québec va financer des grands quotidiens. Alors, je l'invite à regarder les télévisions communautaires. Il y a quelque chose à faire là, puis tout le monde en sortirait gagnant. L'information locale, c'est bon pour tout le monde. Puis souvent, on est plus informé de ce qui se passe ailleurs dans le monde que ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous. Puis Facebook, ça ne remplace pas les médias. Pascal Bérubé a poursuivi avec le bilan de sa dernière session parlementaire. Nous vous présentons une partie cette semaine et le reste vous sera diffusé en 2018. Monsieur Bérubé, on est ici pour faire un peu le bilan de la dernière session parlementaire. D'abord, j'aimerais parler de la santé. Vous accompagnez beaucoup le comité Vigie Santé de la Matapédia. Dites-moi où ça en est tout ça. Donc, au début de l'année, il y a eu ce forum sur la santé dans la Matapédia. C'est une initiative citoyenne avec un comité de gens concernés par l'accessibilité et la qualité des soins de santé sur notre territoire. J'ai participé à toutes les étapes. J'ai contribué à financer l'événement qui était un énorme succès avec des recommandations très concrètes. Et le comité continue de siéger. Évidemment,
On réalise que c'est très centralisé la santé maintenant avec le docteur Barrette, que ça soit entre ses mains comme ministre ou à Rimouski. Alors, on a plusieurs enjeux de développement parce qu'on ne veut pas juste préserver ce qu'on a, on veut améliorer les soins de santé. On a fait des représentations, on a rencontré la PDG du Centre de santé du Bas-Saint-Laurent. On est vigilant, on a des médecins qui travaillent avec nous. Donc, je dirais que c'est une belle réussite citoyenne de 2017. Mais ce qu'on va vouloir avoir, c'est des gains et aucun recul sur ce qu'on offre sur notre territoire. Donc, j'ai été présent à chacune des rencontres, que ce soit mon conseiller politique ou moi. Et je dirais que peu de MRC sont aussi mobilisés pour leur santé que celles de la Matapédia, et ça, c'est de bon augure. Et si on parle de santé, on peut parler aussi du cannabis ça veut être adopté, la légalisation. Je pense que vous avez quand même des bémols par rapport à ça. Bien, je ne crois pas être le seul dans la Matapédia. Un bref résumé de la situation. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau, gouvernement du Canada, a décidé que le cannabis allait être légalisé à partir du 1er juillet 2018. Donc, c'est dans à peu près 6 mois. Mais c'est les provinces qui doivent gérer l'encadrement de ça. Ça explique les débats qu'on a à l'Assemblée nationale, parce qu'on est obligé de faire face à cette volonté de Justin Trudeau. Et l'encadrement, c'est par exemple la distribution, la production, l'âge pour s'en procurer, toute la question de la sécurité publique, la lutte au crime organisé, la santé mentale aussi, la santé publique. Donc, il y a énormément d'enjeux. On a toutes les responsabilités. Et jusqu'à tout récemment, on n'avait pas l'argent qui allait avec. Et finalement, on va avoir une partie de l'argent liée aux taxes liées à la vente de cannabis. Ce n'était pas une priorité pour moi, je peux vous le dire. Et le problème que j'ai avec cet enjeu-là, c'est qu'on n'a pas pu faire le débat au Québec. On n'a pas pu dire si on était prêt, si on trouvait que c'était opportun ou une bonne chose. On est obligé de l'appliquer. Alors, l'ensemble des Matapédiens et Matapédiennes qui sont contre que le cannabis soit légalisé, je les invite à contacter leur député fédéral, M. Massé, parce que Justin Trudeau et lui considèrent que c'est une bonne chose, mais ils n'ont pas à affronter la population pour l'expliquer. Ça, c'est nous qui devons le faire parce qu'on doit faire l'encadrement. Et c'est ce que j'ai dit cet automne par l'entremise des médias à M. Massé. Si vous croyez que c'est une bonne chose pour notre communauté de légaliser le cannabis, tenez une assemblée publique, expliquez-le. Moi, ce que je vais expliquer, c'est qu'on n'a pas le choix puis qu'on va faire le meilleur encadrement possible, le plus responsable possible. Et là, bien, on est confronté au fait qu'on ne va pas juste fêter le Canada le 1er juillet. En fait, moi, je ne fête pas le Canada. Mais ceux qui vont le fêter vont fêter aussi l'arrivée du cannabis comme étant un produit légalisé. Ceci étant dit, je ne suis pas naïf. Je sais que ça existe. Je sais que ça se vend. Je sais que ça va continuer de se faire en cachette. Oui. Mais j'aurais aimé qu'on puisse débattre au Québec sereinement, de façon non partisane de cet enjeu-là, comme on le fait sur d'autres enjeux moraux, comme par exemple la question de mourir de la dignité. Alors, j'ai beaucoup de frustration face à cet enjeu. Je les ai exprimés comme parlementaire, comme député ici dans la circonscription, et à chaque fois qu'on me fait part de préoccupations, je les envoie à la ministre responsable du dossier, sans évoquer qu'on se fait imposer cette décision de Justin Trudeau. Alors, les gens de Matapédia qui ont voté pour Justin Trudeau, bien, ils ont voté pour légaliser le cannabis, parce que ça venait avec. Oui, on était au courant, il avait été très clair là-dessus. Oui, mais il faut croire qu'il y a des gens qui considéraient que c'était peut-être une promesse qui était secondaire. Non, je pense que c'est une des promesses qu'il a voulu appliquer le plus rapidement. Alors, ça, c'est ses choix, je lui laisse. Il y a la courbe en S qui va enfin être réparée, détournée. J'aime le terme « enfin », parce que là, des fois, les gens me trouvent nostalgique, mais ça fait pas si longtemps que ça. Lorsque j'étais ministre, je l'ai dit, là, le nombre d'annonces qu'on a fait, la salle Jean Cossette, puis combien, l'aréna Gérard Duchesne et combien de choses ont eu un impact décisif. La courbe en S de Val-Brillant, c'était dans le plan d'immobilisation du ministère des Transports. C'était inscrit noir sur blanc. Quand le gouvernement libéral est arrivé, il a compressé de façon importante le budget routier pour tout le Bas-Saint-Laurent. J'ai souvent sorti un tableau qui le démontre. Et ça a eu un impact. Et j'ai rencontré M. Damour à Val-Brillant. Et puis là, on regarde le dossier. Puis là, il réalise que c'est plus dans le plan. Donc, son gouvernement l'a retiré, sa direction régionale. Le travail qu'on a fait de mobilisation, le maire Jacques Pelletier et moi, c'est de travailler à ce que ça redevienne présent dans la programmation, puis qu'il y ait un échéancier, puis on a tout ça. Alors, c'est une victoire, enfin,
pas juste pour les gens de Val-Bréand, pour tous ceux qui utilisent cette route, y compris vous, les gens de la Matapédia, les gens de passage, les touristes. Moi, comme député, il y a des fois des cas où il faut forcer le jeu. C'était le cas et ça a donné quelque chose de très concret. Puis je veux rendre hommage à Jacques Pelletier, au conseil municipal, à toutes les personnes qui y ont travaillé. Je dirais que Jacques et moi, on a fait un travail qui donne des résultats concrets, pas juste pour la municipalité, pour partout. Et cette courbe-là, elle est dangereuse. Je vous le dis, là, je me promène en Jeep, il faut surveiller ses angles, c'est une question de sécurité. Et j'aimerais vous parler d'un autre dossier routier qui est important pour moi, qui est la coalition qu'on a créée pour la route 195. Donc, entre Matane et Saint-Zénon-du-Lac-Oumkoui, comment on améliore la chaussée, on la rend plus sécuritaire, on rend l'expérience de conduite plus agréable. Donc, on s'est réunis avant les élections municipales. On va le refaire au début de l'année avec les nouveaux élus. Donc, l'amélioration de la route avec les observations des citoyens et des élus qui nous disent tel tronçon, il y a un problème. Donc, on est aussi là graphique et précis que ça. Et j'ajoute un autre enjeu, l'accès à la téléphonie cellulaire tout au long de la route 195. Okay. Parce que moi, j'ai un peu fouiné et j'ai vu que le premier ministre du Canada a annoncé que pour la route, je crois que c'est la route 155, je ne vais pas me tromper, entre la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait une élection partielle fédérale. Et coïncidence, il a annoncé qu'il allait avoir la téléphonie cellulaire tout au long de la route. Alors, ce qui est bon pour le Lac-Saint-Jean, c'est bon pour chez nous. On veut la même chose, puis on va le plaider, puis on va le gagner. Ça nous a donné un point. Pascal Bérubé nous a présenté son attaché politique avant de nous partager ses vœux pour la nouvelle année. Monsieur Bérubé, vous avez un nouvel attaché qui vous aide dans tout ce que vous faites. Dites-moi, comment l'avez-vous repêché et c'est qui au juste? Alors, il s'appelle Marc-Olivier Caron, il a 24 ans. Belle relève, originaire de Sébec. Et quand le poste a été ouvert, j'ai reçu différentes candidatures, dont la sienne. Il était à Québec à ce moment-là, formé dans différents domaines. Il travaillait aussi, puis il avait envie de revenir, puis d'être utile pour sa région. Alors, on s'est rencontrés à quelques reprises à l'Assemblée nationale. Et j'ai dit, on va miser sur toi, Marc-Olivier. Et vous savez quoi, je ne l'ai pas regretté. Il travaille d'une façon exceptionnelle, très présent dans le milieu, apprécié des intervenants. Il me pond des notes dignes d'un cabinet ministériel. C'est très précis et il a, je pense, un souci du service aux citoyens qu'il a eu lorsqu'il travaillait à la Société de l'assurance automobile du Québec pendant ses études. Alors, je suis très heureux qu'il soit avec nous. Il a travaillé aussi l'été chez Uniboard. Son père y travaille, il était conseiller municipal. Alors, c'est vraiment un jeune de la Matapédia. Et ce qui est important pour moi, je m'étais engagé, lorsque je suis devenu député de la Matapédia en 2012, d'avoir un bureau à temps plein avec un conseiller politique à temps plein et j'ai honoré cet engagement et je trouve que c'est important pour la Matapédia. Elle mérite ça d'avoir une ressource à temps plein pour s'occuper de ses dossiers. Alors, très heureux du travail de Marc-Olivier qui a commencé le 1er mai 2017 et on est satisfait de son travail. Et puis, avec lui, bien, on va terminer le mandat avec des dossiers qui avancent, grâce à lui pour beaucoup, parce que je ne suis pas tout le temps là. Et on travaille ensemble au bénéfice des Matapédiens et Matapédiennes. Alors, parle-moi de ton amour pour la politique. Comment c'est venu? C'est venu à partir du cégep. Notamment, je suis allé au cégep François-Xavier Garneau à Québec. Donc, aussitôt avoir complété mon secondaire 5 ici même à Amoukoui. Donc, j'ai fait une technique juridique. À partir de là, j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'amour et ça s'est reconfirmé surtout après mon certificat en droit à l'Université Laval. J'étais encore hésitant pour mon programme et ensuite, j'ai appliqué directement du côté du baccalauréat en études internationales et langues modernes, dont plusieurs concentrations, celui politique que j'ai suivi, avec également l'apprentissage de langue également. Donc, c'est vraiment tout un bagage, un suivi directement avec un petit peu un amour avec l'histoire, tout ça. Puis surtout le fait d'avoir l'opportunité de revenir en région, c'est certain que je ne pouvais pas laisser passer ça. C'était une belle expérience, puis j'apprécie chaque jour. En tout cas, c'est un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Enfin, bien, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour la Matapédia. Je souhaite, je dirais, un bonheur collectif. Je souhaite que les gens soient fiers de la région, fiers d'y habiter, qu'ils retrouvent tout ce qu'il faut pour bien vivre. Des soins de santé de qualité, une éducation de qualité, des loisirs accessibles et stimulants, des opportunités d'affaires, des entreprises qui se développent, de l'attention du gouvernement du Québec. Et c'est pour ça qu'on a besoin des médias pour répercuter nos messages. Je leur souhaite de profiter de l'hiver aussi.
c'est difficile de trouver un endroit plus intéressant pour passer l'hiver parce que on est un peu enclavé. On n'a pas accès à la mer dans la Matapédia, mais ça nous donne une image un peu de la Suisse. Et il y a énormément de neige. On peut faire de la motoneige, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de fond au Mont-Climont, on peut faire plein de choses. Et c'est peut-être mon rôle d'ancien ministre du Tourisme qui m'emmène à penser à ça. Il me semble qu'il nous manque un beau festival d'hiver dans la Matapédia. On n'a pas ça. Oui, il y a des choses intéressantes avec le kite, notamment à Val-Brillant, puis il y a d'autres initiatives, mais un festival ou un carnaval d'hiver dans la Matapédia, il me semble que ce serait quelque chose d'intéressant. En tout cas, si ça intéresse quelqu'un de monter ça, ça m'intéresserait de donner un coup de main. C'est un souhait que j'envoie. Je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Soyez prudents sur nos routes. Profitez-en pour retrouver vos amis, vos familles, faire un bilan personnel, essayer d'éliminer des fois des frustrations qu'on a ou des divergences qu'on a avec les personnes. Moi, là, j'essaie de régler les affaires rapidement. C'est jamais bon de traîner ça. Laissez ça en 2017, commençons sous un autre pied en 2018. Puis on peut tous s'améliorer dans la vie, y compris moi comme député. Alors, j'essaie chaque jour d'améliorer mon travail. Mais ce qui est important pour moi, c'est que j'ai une grande fierté de représenter la Matapédia. C'est une passion dévorante que j'ai depuis plus de 5 ans. Et c'est un immense privilège. Je ne suis pas un titre hiérarchique être député. C'est un privilège et je le réalise chaque jour. Et à chacun de mes contacts avec les Matapédiens et Matapédiennes, je veux qu'ils sachent que je les écoute et que je les aime profondément. Et si, une question originale un peu, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2018? De la santé, essentiellement, pour continuer de faire ce que je fais avec l'intensité que je le fais. L'amour, ça, je l'ai déjà. Je suis privilégié. D'ailleurs, je vais passer une partie des fêtes dans la région de Montréal parce que ma conjointe y est. Ce qui n'est pas simple à organiser entre Amqui, Québec et Montréal. Je me retrouve constamment aussi un peu entre Matane et Bâton Rouge, pour reprendre les paroles d'une célèbre chanson de quelqu'un de notre région. De la santé, je dirais qu'avec ça, je peux en faire pas mal. On n'en doute pas. Vous êtes bien partis. Alors, merci beaucoup. Merci vous. Puis on se revoit au souper annuel de la télévision, de la TVC, où je serai présent. Je ne sais pas si... Est-ce que les billets sont tous vendus? Non, on a encore des preneurs qui peuvent appeler. Est-ce que je peux faire de la promotion? Oui. C'est une belle soirée au profit de votre télé locale. Donc, on contribue financièrement, concrètement. On a beaucoup de plaisir. Il y a tout le temps une thématique. Je ne sais pas si on connaît celle de cette année. On va le savoir plus tard. C'est une surprise. Surprise. Je fais tout le temps une vidéo humoristique. Réservez-vous la date et réservez-vous un petit peu d'argent pour acheter un billet. Ça vaut la peine. Alors, merci beaucoup de nous encourager, même en vos mots. Alors, merci. Merci. Au revoir. Voici maintenant une invitation de Guylain Raymond pour les amateurs de chasse. Guylain, on est ici pour parler de Chasse-au-Maniac. Dis-moi, quelle date ils vont débarquer ici? Vendredi, le 26 janvier, Chasse-au-Maniac, la tournée des films Chasse et pêche, vont débarquer à Kozovskal. C'est une activité annuelle à tous les ans. Alors, le 26 janvier, à 19h, au Centre culturel, Mathieu va sûrement être encore là cette année. Il va y avoir beaucoup d'animations, beaucoup de prix de présence. C'est une belle soirée. Il y a entre 200 et 300 personnes qui viennent cette soirée-là. Fait que c'est vraiment une belle soirée. Oui. Puis on nous avait demandé de faire ça au Centre culturel parce qu'avec la salle, les gens étaient bien pour bien voir le film. Fait que on va sûrement avoir encore beaucoup de monde qui vont venir cette année. À quoi ça ressemble, le film? Bien, tu sais, les films qu'eux, ils ont fait sur l'orignal, sur le chevreuil, le dindon. Et c'est leur film récent de l'automne 2017 et du printemps 2017. Alors, ils présentent ça dans plusieurs villes du Québec et même du Nouveau-Brunswick. Et à la fin de la tournée, en avril, il y a un gros prix de présence. Si je ne me trompe pas, là, c'est un camion qui est attiré avec un bateau, tout ça. Fait que c'est un beau prix de présence pour tous les participants, tout ça. Déjà, on a eu chasseur à l'aveugle, un aveugle qui chassait. Alors, je sais que cette personne-là, là, lui, il appelle tout le monde. Il rappelle tout le monde à tous les ans pour venir. Fait que Chasse-au-Maniac, c'est vraiment des jeunes qui ont une philosophie, qui sont proches des vrais chasseurs. Fait que c'est une belle soirée. Et comment on fait pour se procurer les billets? Les billets vont être en vente aux mêmes endroits, c'est-à-dire Amqui Chasse et pêche, normalement Gazobord, Martine Michaud et à l'Arena. Alors, les gens vont pouvoir se procurer des billets à l'avance, ça. Puis comme je dis, des fois, attendez pas à la dernière minute parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui viennent à cette soirée-là. C'est vraiment une belle soirée. Alors, merci beaucoup et je te souhaite d'avoir bien du plaisir. Merci beaucoup.
Toujours à cause abscale, voici maintenant le nouveau maire de cette ville. Alors, je suis en compagnie de M. André Fournier, le nouveau maire de Causes-Abscales. Bonjour, M. Fournier. Bonjour, bonjour. Pour commencer, André, on n'a pas eu la chance de se parler avant les élections en cours. Vous avez été conseiller de la municipalité pendant les 4 dernières années. Vous aviez déjà l'expérience du conseil de Causes-Abscales. Qu'est-ce qui a fait qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure de la mairie cette fois-ci? Bien, je vous avoue, il y a 4 ans, lors de mon premier mandat, j'avais été sollicité par l'ancien conseil municipal à l'époque. Et puis, j'avais décidé de faire un pas puis de donner ma candidature pour être conseiller. Ça m'a permis, je vous dirais, un peu de faire mes classes. Moi, je viens du milieu de l'éducation. Je connaissais bien le milieu de l'éducation, mais toutes les lois sur la gouvernance municipale, c'était un nouveau monde. Fait que je pense que dans les 4 dernières années, je me suis impliqué dans le conseil municipal. Puis, je me suis impliqué aussi dans plusieurs comités à Causes-Abscales, ce qui me permet de vraiment m'ancrer dans mon village natal puis de m'y impliquer de différentes façons. Puis dans la dernière année, j'avoue, j'ai été sollicité par beaucoup de personnes à Causes-Abscales, entre autres lors de Fort Causap l'été passé. Beaucoup de personnes ont tenté de me convaincre. Et au mois de juin dernier, j'ai pris la décision d'aller de l'avant. J'ai dit, bon, je me sens prêt pour y aller. Et me voilà. Donc, j'ai donné ma candidature. J'ai été élu sans opposition. Puis là, c'est parti. Puis, toujours dans le cadre de la campagne électorale, aux dernières élections, il y a 4 ans, le conseil municipal au complet était rentré sans opposition, alors que cette année, ça a été complètement différent. Bon, mis à part votre poste où il n'y a pas eu d'opposition, mais la plupart des postes de conseillers ont eu de l'opposition. Et est-ce que ça a créé quelque chose du côté de Causes-Abscales? Effectivement, ça a créé un mouvement, vous direz, au niveau... les gens se sont intéressés à la politique municipale parce que j'en profite aussi pour féliciter les gens. Il y avait 8 personnes qui ont été en élection dans 4 quartiers de Causes-Abscales. Les gens ont fait des bonnes cabales. Ça a été très serré, d'ailleurs, dans les scores pour la plupart. Ils ont fait un beau travail. Puis la population, je pense que ça s'est parlé beaucoup. Donc, on a senti qu'il y avait un élan là, au niveau de la démocratie. Donc, il y a eu un bon mouvement. Puis je pense que c'est positif que les gens s'intéressent, dans le fond, au développement de leur municipalité. On va voir dans les prochaines semaines s'il y a des gens qui vont venir au conseil municipal pour entendre ce qu'on a à dire, partager avec nous leurs inquiétudes ou leurs aspirations. On est là pour ça. Oui. Et maintenant, on a un nouveau conseil, de nouvelles têtes autour de la table. Et qu'est-ce qui s'en vient pour la capitale de la pêche au saumon à Causes-Abscales? On a la nouvelle identité visuelle derrière nous. Oui, on avait changé le logo de la ville il y a déjà 1 an. Actuellement, on a un règlement là, qui nous reconnaît comme patrimoine immatériel saumon des rivières Causes-Abscales et Matapédia. Et on a fait une deuxième étape. On a demandé une reconnaissance au ministre de la Culture. Donc, cette reconnaissance-là, on l'a déposée en août 2016. On est toujours en attente d'une réponse. Positive, on l'espère. Puis on a déjà préparé, à l'époque que j'étais président de la commission de développement, on a déjà commencé à préparer un plan de communication dans la mesure où on pourrait être reconnu par le ministre. Dans le fond, c'est pas une reconnaissance qui donne des sous, mais c'est une reconnaissance qui nous permettrait de nous afficher officiellement comme la capitale de la pêche au saumon. Donc, tout le patrimoine immatériel, donc d'hier à aujourd'hui, du premier saumon qui s'est fait prendre en 1872 de mémoire par le premier Européen à la mouche, à aujourd'hui où on a un organisme de Causes-Abscales, la CGRMP, qui gère les rivières Matapédia, Causes-Abscales. Donc, c'est toute une histoire avec tout le patrimoine bâti qu'on a avec Matamaja. C'est toute une histoire qui nous suit depuis plus de 100 ans. C'est important pour nous autres de le faire reconnaître. Ouais. On peut créer une espèce d'image de marque aussi pour permettre aux commerçants, même aux habitants, aux citoyens de se démarquer. Bien oui, effectivement. C'est un argument de plus pour attirer des touristes, donc de se faire connaître. Comme tu dis, c'est une image, une marque de commerce qu'on veut développer. Et puis, est-ce que vous avez déjà eu une rencontre du conseil lundi dernier? Est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été abordées, des projets qui sont sur la table que le conseil a l'intention de faire progresser au cours de la prochaine année, on va dire? Oui, on a profité de la première rencontre justement avec les 2 nouveaux élus, les 2 nouvelles personnes, faire le tour des dossiers majeurs de Causes-Abscales. Puis on va avoir à prioriser parce qu'on arrive bientôt là, dans l'élaboration du budget. Ça va être notre premier budget de la nouvelle équipe avec un nouveau directeur général qui est en place aussi. Donc, on a un boulot quand même assez important. Dans les gros dossiers, bien sûr, la rue Blanchard, que vous avez vu au printemps dernier, qui a été emportée pour une partie de la rue. Actuellement, on circule juste dans une voie. Il faut absolument la réparer avant le printemps. Et là, actuellement, on s'active fortement là, avec les instances ministérielles, les gens qui sont concernés, avec les architectes, les ingénieurs, pour réussir à reconstruire ça dans l'hiver, parce qu'on ne voudrait pas qu'au printemps prochain, l'ensemble de la rue parte. Fait qu'il faut absolument qu'on fasse
faire ces travaux. C'est le dossier prioritaire, je vous dirais, pour le moment. Un autre dossier sur lequel on travaille, qui est une moins grande envergure, c'est notre passerelle. On a une belle passerelle qui relie Matamaja au Parc des Fourches. Elle est vraiment à bout d'âge. C'est une belle passerelle qui avait été faite en bois, mais il faut la changer. On a déjà des plans. Il y a une certification d'autorisation qui a été demandée au ministère de l'Environnement. Donc, on avance dans ce dossier-là. On a attaché une partie du financement. C'est des factures qui sont quand même assez élevées pour une population qui diminue constamment. Il faut prendre soin aussi d'être capable de payer puis pas endetter trop la ville non plus. Donc ça, c'est un projet qui nous apparaît comme bien important de réaliser à court terme. Dans les projets à plus long terme, on a la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste, ça fait quelques années qu'on travaille dessus, qui s'en viendrait éventuellement pour 2019-2020. On a toute la réfection du rang 2. Là aussi, on parle de 2019-2020, peut-être un petit peu de travail en 2018. C'est des travaux importants, mais le maire, l'administration du maire Côté, donc M. Côté a travaillé beaucoup sur ces projets-là. Donc, il les a fait avancer. On devrait être capable de réaliser ça dans les prochaines années, là. Durant le mandat qu'on est en train de passer. Là. Ouais. Dans les autres grands dossiers, c'est bien sûr Matamaja. Matamaja, on parlait de patrimoine bâti tantôt. Matamaja, on est reconnu comme institution muséale, mais non soutenu financièrement. L'année passée, on a fait une demande pour être retenu. Il y avait eu 11 demandes au niveau du Québec. 5 ont été retenues, 5 ont été refusées, puis la 11e, c'est nous autres. On est un petit peu sur la glace. On a dit, ce qu'on a eu comme réponse, c'est qu'il nous manquait certains arguments. Fait qu'on travaille là-dessus actuellement pour refaire une demande dans 3 ans. Donc, on a engagé un chargé de projet qui maintenant assure la direction de Matamaja pour qu'on puisse remonter un projet de façon à relancer puis soutenir financièrement Matamaja. Pour le moment, la Ville investit quand même beaucoup de sous. C'est un patrimoine qui a plus de 100 ans, qu'on ne veut pas perdre. C'est le centre du village. On est le cœur touristique. Pour nous autres, Matamaja, c'est quand même une priorité. Puis on veut continuer de le soutenir dans la mesure de nos moyens, bien entendu. Bref, de beaux projets pour tenir le conseil occupé au cours des 4 prochaines années. On va avoir beaucoup de discussions. Il y a d'autres plus petits projets aussi. Là, on parle du Parc des Fourches actuellement. On se questionne on a eu des demandes pour avoir des jeux d'eau pour les enfants. On sait que c'est très populaire. Avec des événements comme Fort Causable, ça serait un attrait de plus. Un attrait de plus pour que les familles arrêtent et demeurent une journée ou une nuitée de plus à cause de Piscale. On est en train de regarder la faisabilité de ça. Beaucoup de collaboration de la Commission de développement aussi, souvent qui inaugure ces projets-là. La Commission de développement aussi avait travaillé dans les dernières années à la réfection de notre salle communautaire. La salle communautaire, elle aussi, elle est vétuste depuis plusieurs années, on l'utilise de moins en moins. Puis on aurait des sous peut-être à mettre là-dedans aussi. On est en train d'analyser au niveau du conseil municipal comment on peut travailler ce dossier-là. Il y a du travail à faire. Parce qu'on sait quand même qu'au niveau du chauffage, les établissements on a une fournaise ici à l'Hôtel de Ville qui chauffe 7 bâtiments. Fait que c'est quand même très performant, qui a réduit nos coûts de chauffage pas mal. Fait que ça nous permet, au lieu de démolir des bâtiments, comme ils nous coûtent moins cher à chauffer, on pourrait les actualiser. On pense entre autres à la salle communautaire, faire une salle multifonctionnelle. Donc, qui puisse servir à plusieurs fêtes, différentes activités, exactement. Quand je vous disais la biomasse, 7 bâtiments, on parle de l'aréna, on parle de l'hôtel de ville, on parle de la salle communautaire, on parle de l'église, de l'école Saint-Rosaire, de l'école Cossette en haut de la côte. Donc, c'est des gros établissements, tous chauffés avec la même fournaise. Donc, c'est quand même un investissement que la ville avait fait à l'époque qui, aujourd'hui, démontre vraiment sa rentabilité. Puis un autre grand dossier sur lequel on devra s'attabler, puis je vais m'arrêter là-dessus, c'est le garage municipal. Le garage municipal, lui, est vraiment vétus actuellement. C'est un garage qui avait été acheté seconde main, je vous dirais, qui était dans le nord du Québec de mémoire, qui a été réinstallé à Côte-du-Cal, qui ne répond plus vraiment aux besoins, qui est très, très lourd pour le chauffage actuellement. On paye une fortune au niveau de la municipalité. Fait que là, on veut commencer à travailler sur ce dossier-là là, dans les prochains mois. Là. Voilà. De beaux défis devant nous. Oui. On va terminer peut-être s'il y a des gens qui sont des gens de Cause Abscale qui sont intéressés, que ce soit par les conseils de ville ou prendre contact avec le conseil municipal ou l'administration ici, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire? En fait, il y a un site Internet. Avec le site Internet, vous avez toutes les informations les plus importantes. Les réunions, c'est toujours le premier lundi et le troisième lundi de chaque mois. C'est comme ça toute l'année. C'est ouvert à la population. Les réunions commencent à 20h. Fait que les gens qui veulent venir entendre, il va y avoir des périodes de questions aussi. On est en train de travailler là-dessus pour donner la place justement aux citoyens qui veulent questionner sur différents éléments. C'est possible de le faire. On est là pour entendre les citoyens, les écouter, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les demandes qu'on peut nous faire. Excellent. Je suis André Fournier, maire de Cause Abscale. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir.
Avec l'idée de financement d'Hélène Arbour pour la corderie, vous pourrez manger à peu de frais à Cause-Abscale, mais aussi un peu partout dans la vallée. Laissons-la vous expliquer. Hélène, on se retrouve aujourd'hui parce que vous avez commencé une campagne de financement qui est très bien organisée. Dis-moi, c'est quoi au juste? Bien, dans le fond, la campagne de financement s'appelle Déjeuner en ville. Alors, le concept, je voulais faire pas un concept, dans le fond, faire un petit déjeuner communautaire pour vraiment juste une journée spécifique, mais je voulais plutôt travailler et collaborer avec les restaurateurs puis les organismes communautaires de la région. Alors, je me suis dit, bien, comment qu'on pourrait vraiment pas aller comme à l'encontre de dire, bon, OK, on fait un déjeuner, mais il y en a 3-4 à la même place. Alors, je me suis dit, bien, on va plutôt vendre un billet déjeuner en ville. Puis, ça va être les personnes qui vont se présenter chez les restaurateurs quand ils veulent. Alors que dans le fond, du 8 janvier au 11 février, c'est des temps un petit peu moins favorables, plus tranquilles. Ouais. Alors, je me suis dit, bien, pourquoi pas envoyer les gens déjeuner en ville sur la MRC de la Matapédia. C'est comme ça le principe là, a commencé. Alors, Hélène, ces billets-là, ça nous apporte où? Dans quel restaurant exactement? Bien, à la fois, je suis très contente parce qu'on a déjà 5 restaurateurs qui nous ont dit oui. Alors, on va commencer par Cause-Abscale. Alors, la Coulée douce. Ensuite, on a Lac au saumon, le restaurant du lac. À Amqui, on a la Cantine Fortier, le Resto-Bar L'Ambassadeur. Et à Sébec, le Rose Café. Alors, ça nous fait vraiment une belle visibilité au niveau de toute la MRC de la Matapédia dans nos restaurateurs qui se sont impliqués, puis je dois leur dire un gros merci. Et vous allez pouvoir avoir la chance peut-être d'en voir d'autres qui vont se rajouter. Après, surveillez notre site internet, lacorderie.ca. Vous allez dans Matapédia, restaurateurs participants, vous cliquez et vous allez tout avoir les noms des restaurateurs. Alors, comment on fait pour se procurer ces billets? Avec la belle collaboration de Family Prix, alors on va avoir 3 points de vente, Cause-Abscale, Amqui et Sébec. Et aussi, il y a les accordeurs qui vont avoir en main aussi des billets. Quelques accordeurs qui nous ont dit oui. Là, ils ont dit, bon, on va vous en vendre. Et dans le fond, c'est pour leur accorderie. Ça fait des beaux cadeaux de Noël. Glisser ça, glisser dans le fond dans un bas de Noël, dans le fond, je trouve ça génial. Ça peut être dans le fond des collègues de travail qui disent, bon, OK, on s'en va déjeuner toute la gang ensemble, le côté familial. Et pourquoi pas, je pousse un petit peu vraiment le billet. Donner peut-être à quelqu'un qui n'a peut-être pas la chance d'avoir les moyens pour aller manger au restaurant. En tout cas, on peut aller dans tous les sacs. Et ça, c'est bon jusqu'à quand, ces billets-là? C'est bon jusqu'au 11 février. On commence le 8 janvier jusqu'au 11 février, mais par contre, les billets sont en vente dès maintenant. On sait, dans le fond, la campagne, il faut quand même se dépêcher. Puis le temps des fêtes est là. Bien, moi, je me suis dit, c'est une belle opportunité pour gâter nos proches. Et ce 8 $-là, il est réinvesti dans la corderie pour assurer sa pérennité. Oui, tout à fait. Dans le fond, dans le développement, puis on sait que notre territoire est quand même grand sur les 18 municipalités. Alors, je pense en quelque part, ça va faire un petit vent là, familial et tout ça. On peut se procurer les billets. Dans le fond, on peut l'offrir aussi. Oui. Et on peut appeler ici pour pouvoir prendre rendez-vous, venir chercher des billets? Bien oui, c'est sûr que là, on est dans la période des fêtes. La dernière journée qu'on peut venir se procurer nos billets, bien, ça va être jeudi jusqu'à 17h. Mais par contre, si vous avez besoin de billets, bien, on a Family Prix qui est toujours là. Et dans le fond, vous pouvez appeler sur le téléphone au 629-4456, poste 205. Et moi, je vais prendre là, les appels durant le temps des fêtes, si vous avez laissé des messages, puis je vais m'assurer que vous ayez vos billets. Alors, merci beaucoup, Hélène, encore une fois. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bye-bye, puis joyeuses fêtes à tout le monde, puis une bonne année à tous. Merci. Voici maintenant une excellente suggestion pour vivre l'essence même de Noël. Madame Jean, on est ici pour montrer le nouvel emplacement du lieu d'adoration. Mais d'abord, j'aimerais savoir c'est quoi exactement l'adoration? L'adoration, c'est l'adoration eucharistique. Donc, l'Eucharistie, c'est Jésus hostie, c'est Jésus vivant. C'est Jésus, quand il est parti, il nous a dit « Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps ». Bon, c'est comme ça qu'il est avec nous autres, dans l'Eucharistie. Donc, dans l'adoration eucharistique, on adore Jésus qui est là, présent. On appelle ça la présence eucharistique. Et c'est un endroit de...
d'intimité, de cœur à cœur avec Jésus pour lui confier nos choses, pour recevoir aussi, recevoir son amour, recevoir ses grâces qu'il veut nous donner tout le temps. Et c'est un endroit, c'est sûr, qui demande le respect, mais où tout le monde est accueilli. Comme Jésus, quand il était sur la terre, je veux dire, il allait aux Samaritains, aux pécheurs, aux publicains, tu sais. Pardon, qui recevaient parfois du jugement à cause de ça, mais Jésus est là pour tout le monde, donc il n'y a pas de discrimination. On peut venir passer du temps avec lui. Et il y a des choses qu'on peut recueillir quand on fait de l'adoration. C'est comme des fruits. Hein? Oui, on a eu des beaux enseignements de notre Padre Diego en 2017, au printemps, mai-juin, je crois, et aussi de l'abbé Jean-Baptiste qui était avec nous à ce moment-là sur les fruits de l'adoration eucharistique. Les chapelles d'adoration eucharistique, c'est pour répondre à une demande du pape Jean-Paul II qui demandait ça, et le pape François le demande aussi. Donc, en obéissance à l'Église. Les principaux fruits pardon pour le bruit, que notre abbé nous a partagés, le premier fruit, c'est la paix. Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Le deuxième fruit de l'adoration eucharistique, c'est la joie. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, parce qu'on le voit vraiment dans l'Eucharistie, il est là. Le troisième fruit, la réconciliation, le pardon. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Donc, ça peut être un endroit où on a des pardons à faire ou à recevoir. On vient se confier au Seigneur, dans le fond, dans toutes nos souffrances, dans toutes nos joies aussi. Ça peut apporter des guérisons. Ah, beaucoup. Beaucoup, tu as raison. Merci de le mentionner. L'unité. Nous avons été baptisés pour former un seul corps. Donc, on est tous unis devant Jésus. La miséricorde. Être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. La miséricorde, ça vient du mot misère, ça vient du mot pardon aussi. Donc, la guérison, la miséricorde, c'est des fruits. Donc, quand on pénètre dans ce lieu, il faut vraiment être respectueux, silencieux. Oui, notre abbé Diego a insisté là-dessus parce que c'est vraiment... Il peut y avoir un peu d'animation, des moments de prière. C'est sûr qu'on n'est pas là pour chicaner le Seigneur, là. Des fois, on aurait envie, hein, parce qu'on a l'impression des fois qu'il n'agit pas aussi vite qu'on voudrait. Là. On manque de patience, hein, c'est très humain. Mais c'est vraiment un endroit de... Moi, je trouverais... Ça fait déjà depuis l'an 2000 qu'on a une chapelle d'adoration ici qui a changé de lieu. On va en discuter tantôt. Mais c'est vraiment un endroit où on s'abandonne devant lui, puis on le laisse agir. Il peut tout. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Donc, faisons-lui confiance. Et vous l'avez changé d'endroit parce que c'était trop étroit à l'autre endroit où c'était, ou pourquoi exactement? Bien, quand on a demandé à notre prêtre, parce que c'est sûr qu'il faut toujours faire ça en collaboration avec nos prêtres, c'est nos pasteurs, c'est nos papas dans notre communauté. Dans la communauté de tout le secteur, on avait demandé en 2000 d'avoir une chapelle d'adoration. Ça avait été accordé. Notre prêtre avait autorisé. Et le seul petit endroit qu'on avait, c'est un petit endroit de rangement. Ça a été merveilleux toutes ces années-là parce que ça a toujours duré. Par contre, c'était un endroit un peu bruyant où il y a les cadrans pour les cloches, l'éclairage de l'église, la petite TV aussi où les messes se filment, là. Donc, il y a des gens qui avaient dit à Padre Diego que trouvaient que c'était bruyant. Puis notre sacristain aussi était mal à l'aise, il y avait à y aller. Des fois, il y a des gens qui adoraient. Donc, fait que M. Gaston Dubé, qui est notre délégué pastoral, qui s'occupait aussi beaucoup de la décoration avec Mme Yolande Chicoine, a offert ce local-là ici, qui est un lieu dans le fond, où il y avait l'entreposage de tout ce qui est décoration pour l'Église. Il disait, on peut mettre ça au sol, puis on pourrait faire un beau... Et l'abbé Diego, il est devenu dans la joie. Il a dit, oh oui, c'est là qu'on va faire ça. Donc, mais ça nécessitait beaucoup de travail. Pour rendre ça, comme tu dis, un endroit intime, insonorisé. Tu sais, il faut qu'il y ait un peu de silence. Hein? Même le plafond n'était pas terminé. Là. Non, c'est ça. Les murs ont été montés jusqu'en haut. Ça a été fait beaucoup en collaboration avec M. Daniel Thériault et des bénévoles des Chevaliers Colomb. Pardon. Et ça a été insonorisé avec des matériaux pour que ce soit le plus silencieux possible. C'est sûr qu'il y a une fenêtre sur l'extérieur, donc ça ne peut pas être parfaitement silencieux, mais c'est plus... ça a vraiment rendu le lieu plus chaleureux. Chaleureux, c'est le mot. Et aussi, on a redécoré avec...
les plafonds, l'intérieur est resté quand même haut, donc ça respire bien. Tu sais, des fois, il y a des gens, dans l'autre endroit, c'était tout petit, puis des fois, tu ne te sens pas bien parce que c'est trop petit, là, trop... Donc ici, ça respire, ça respire. Et la décoration est magnifique aussi avec du bois de grange. Oui, ça, il y a une belle histoire autour de ce bois de grange-là. C'est ça, un de nos premiers adorateurs en 2000, M. Joseph-Marie Lévesque et sa conjointe Béatrice Michaud, M. Lévesque est décédé maintenant, mais c'était un des premiers en 2000 qui a travaillé, qui était toujours... Lui, il disait, « Je suis devant mon Jésus, tu sais... je suis comme une petite tomate verte, là, puis toi, Jésus, viens me faire mûrir, tu sais, viens me transformer. » Fait que notre cher ami Jo, qui est parti, avait donné ce bois de grange-là à Marco Bouliane, qui est le responsable maintenant de la chapelle de l'Adoration, avec moi, et sa conjointe Christiane. Et ils ont eu la bonne idée de s'en servir. Donc, il y a un peu de notre Joseph-Marie ici. C'est vraiment, c'est vrai que c'est beau. Oui, ça a été fait. Notre abbé Diego tenait à ce que ce soit un lieu assez épuré, où l'attention est centrée sur Jésus, principalement, pas trop de choses. On a choisi, on avait une équipe pour un comité pour la chapelle d'adoration. Il y avait M. Benoît Côté, M. Marc-André Dubé, qui est ici, sacristain, Gaston Dubé, l'abbé Diego, Marco Bouliane, Christiane Paquette, sa conjointe, moi, mon conjoint Claude Paquette, et d'autres avec les bénévoles des Chevaliers de Colomb, Daniel Thériault, bien sûr. Et est-ce que j'ai nommé Gaston Dubé? Oui, oui, au départ. Pastoral, oui. Il était aussi du comité, donc on a élaboré notre abbé Diego nous a amené des images là, de ce qu'il voyait un peu, puis ça ressemblait à ça. On a brodé autour de ça. On a vraiment le goût d'y entrer. Puis aussi, l'ostensoir, c'est merveilleux, là. L'image, on a vraiment l'impression que c'est rayonnant, c'est pur. Oui, oui. Donc, Jésus est exposé toujours dans l'ostensoir, comme tu dis. Fait que c'est important. On voulait mettre une porte, mais on se disait, peut-être qu'un rideau, ce serait mieux. Ce serait plus comme le voile du temple. Fait que c'est un peu la symbolique. Fait que... Et si les gens veulent venir tenter l'expérience en cette période propice à ça, c'est quoi les heures d'ouverture? Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, la chapelle, on a toujours voulu qu'elle soit accessible à tout le monde. C'est pas juste les gens d'Amkoui, c'est vraiment tout le monde qui veut venir adorer. Et donc, elle est ouverte quand l'église est ouverte. C'est sûr qu'elle fait partie maintenant elle est à l'intérieur de la chapelle Notre-Dame, qui est une chapelle où il y a beaucoup d'activités, des cours de Bible. Madame Thérèse de la chorale vient pratiquer ici. Tu sais, elle est déjà beaucoup utilisée. Mais on fait des efforts pour que tout le monde soit content là-dedans. On partage la chapelle Notre-Dame. Mais on ne peut pas empêcher, même s'il y a des activités ici, les gens peuvent entrer à la chapelle d'adoration. Ça va peut-être être un petit peu plus bruyant, mais c'est correct. Les activités qui se font ici sont en lien aussi avec le Seigneur. Ça fait qu'on est tous là pour la même chose. Alors, merci beaucoup de nous faire découvrir ce merveilleux lieu. Et puis, on espère que la population va venir découvrir ça aussi. Merci. Je te remercie beaucoup de nous donner cette visibilité-là. Et oui, j'invite les gens vraiment à... Notre plus grand psychologue, c'est notre Jésus. Il y en a d'autres très bons aussi, mais c'est des fois... Probablement qu'en passant par lui, les choses vont peut-être aller plus vite, ou en tout cas, à la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Toujours dans l'esprit de Noël, voici des images de la journée spéciale organisée par la famille Myriam Bethléem le 16 décembre dernier. Nombreux et nombreux étaient au rendez-vous pour vivre cette expérience. Plusieurs départs étaient organisés pour parcourir un sentier dans le bois qui menait à la Sainte Famille. Pour s'y rendre, bergers et rois mages préparaient l'arrivée. Comme c'était une journée très froide, des feux étaient allumés ici et là pour réchauffer l'atmosphère. À l'intérieur, chocolat chaud et petits gâteaux attendaient les becs sucrés et une exposition de crèche était à découvrir. Une réussite totale pour cette première année. C'est tout pour cette semaine. Avant de conclure, j'aimerais, au nom de toute l'équipe de la TVC Vallée de la Matapédia, offrir mes plus sincères sympathies à Pascal Bérubé qui a appris le décès de son père quelques heures après le tournage. Sur ce, je vous souhaite justement de passer du temps de qualité avec vos proches pour Noël et le Nouvel An. On ne sait jamais quand ils ne seront plus là. Et si vous voulez bien commencer l'année, offrez-vous des billets pour notre événement 20 fromages. On se retrouve en 2018. Joyeuses fêtes! Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est
offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.